Merci Raphaël et merci Joseph de cette occasion de continuer un dialogue déjà riche entre nous. Alors comme tu l'évoquais tout à l'heure, je vais essayer de parcourir rapidement cette triple expérience que je peux avoir de la relation à un bâtiment, à une architecture dédiée à l'art et à la culture, à la fois en tant qu'artiste, en effet, qui a eu exposé dans des musées, dans des centres d'art et autres, dans des maisons de la culture, comme on les appelait d'ailleurs à l'époque. Et en tant que cinéaste, c'est peut-être cette partie-là qui me semblera la plus intéressante de ce que j'ai à vous dire. Et puis en tant que concepteur de ce bâtiment destiné à abriter le Studio national des arts contemporains, puisqu'il a fallu en écrire le programme. Un bâtiment, un architecte travaille sur un programme, c'est-à-dire sur un projet où certaines choses lui sont déjà dictées, qu'il va devoir en quelque sorte mettre en musique. Alors je vais enchaîner avec le propos de Bruno Racine, qui est devenu d'ailleurs président du Fresnoy, pour mon plus grand bonheur, et pour dire quelques mots du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou a été peut-être le premier bâtiment muséal qui a fait état d'une telle originalité. Et d'ailleurs, il faut saluer quand même le président du jury qui avait choisi Rogers et Piano, Jean Prouvé, un grand génie de l'architecture française. C'est sa clairvoyance qui avait fait choisir ces deux jeunes architectes qui ne pensaient pas une seconde être choisis et qui avaient fait un geste relativement provoquant. Je dois dire que quand moi-même j'avais vu arriver le Centre Pompidou sur la scène parisienne, j'étais encore peut-être trop attaché, on parlait tout à l'heure de l'attachement au lieu, aux vieux lieux, aux anciens lieux du vieux Paris, et je me disais, ce bâtiment est magnifique, mais il serait bien à la Défense. Ce qui fait d'ailleurs que quand j'ai fait à la demande de Bruno Racine un film pour les 30 ans du Centre Pompidou, j'ai essayé de déplacer le bâtiment et de le montrer dans d'autres lieux, y compris donc à la Défense. C'était le premier bâtiment qui a fait signe d'une façon très singulière, puisque un musée, enfin, comme toute architecture, est un lieu qu'on habite, mais c'est un lieu qui montre aussi. Donc c'est un lieu qu'à la fois on regarde, un bâtiment on le regarde, mais c'est un lieu qui doit donner à regarder. Et il a été le premier bâtiment d'une série de musées qui, de par le monde, sont devenus des icônes, comme on dit, des signes architecturaux tout à fait singuliers. C'est sans doute l'architecture des musées qui, aujourd'hui, donne lieu aux bâtiments les plus originaux au monde. Ce ne sont pas les hôpitaux, ce ne sont pas les usines, ce ne sont pas les laboratoires, voilà. Ce sont les musées. Si vous faites le tour des grands bâtiments qui ont été construits dans les dernières décennies, les plus magnifiques sont des musées. Et le Centre Pompidou a été le premier de cette série-là. Il y a ensuite bien d'autres. Il y a le Guggenheim de Bilbao. Il y a aujourd'hui le Louvre-Lens, le Louvre Abu Dhabi, le musée que construit toujours Jean Nouvel en Chine, le musée national à Pékin, qui sera le plus grand musée du monde avec 4 fois le volume du Centre Pompidou. Donc voilà, on s'aperçoit que ce sont les musées, ce sont ces lieux de culture et d'art qui donnent lieu aux plus grandes et aux plus belles commandes d'architecture aujourd'hui. Alors, on se rend compte que ces bâtiments deviennent eux-mêmes des œuvres d'art. C'est-à-dire que non seulement ils sont supposés donner à voir leur contenu, des collections, des artistes, des expositions, mais qui se donnent à voir eux-mêmes. Et d'ailleurs, là est peut-être la limite du geste de ces architectes qui créent autant des œuvres qu'un lieu pour montrer des œuvres. C'est un cas très évident à Bilbao. Le Guggenheim de Bilbao est une magnifique sculpture, gigantesque. C'est à mon avis un médiocre lieu pour exposer de l'art. Voilà. Donc il y a cette espèce de conflit entre l'architecture qui devient œuvre d'art et les œuvres d'art que l'architecture est supposée montrer. Alors, je vais citer une expérience qui m'a intéressé beaucoup lorsque Dominique Bozo, que citait tout à l'heure Bruno Racine, un de ses prédécesseurs à la présidence du Centre Pompidou et précédemment à la direction du Musée national d'art moderne, qui était un homme d'une très grande honnêteté, il avait quand même souhaité renoncer à l'architecture intérieure d'origine, qui avait été choisie par Pontus Hulten, le premier directeur du musée, et faire autre chose. Mais dans son honnêteté intellectuelle, il avait souhaité que soit gardée une trace de la première scénographie, de la première architecture intérieure, et qu'ensuite on la confronte, on la compare à la nouvelle. Il m'avait demandé de faire un film sur les deux États. Donc l'État Pontus Hulten et l'État Gaolenti, à qui il confiait
la conception de la nouvelle architecture du Centre Pompidou et plutôt du Musée national d'art moderne. Alors, je me suis rendu compte que la façon de filmer la même collection, puisqu'en fait, la même collection était présentée dans 2 scénographies, dans 2 muséographies, dans 2 architectures intérieures différentes, la façon de filmer était très révélatrice de ce que racontait l'architecture à partir d'une même collection d'œuvres d'art, puisque les œuvres restaient les mêmes. Et Dominique Bozot m'interrogeait beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous semble comment? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est plus lisible? Est-ce que les œuvres sont mieux éclairées? Bon. Le problème de l'architecture d'origine était que tout était très léger. Les cloisons sur lesquelles étaient accrochées les œuvres flottaient un peu. Donc, on n'était pas dans le sanctuaire, on n'était pas dans un sanctuaire sacralisé de l'art, mais dans un lieu comme ça un peu flottant. Il y avait ça, et puis parfois certaines œuvres étaient étaient exposées trop violemment à la lumière du jour, puisqu'en effet c'était un bâtiment où la transparence était importante. Donc Dominique Bozot était très curieux de savoir comment j'allais regarder cette première présentation à travers la caméra, et ensuite comment j'allais regarder celle qu'il commandait à Gaël-Hunty, qui était à l'inverse, alors une série de boîtes. Alors là, 2 sanctuaires, pour le coup, le sanctuaire Matisse, le sanctuaire Picasso, le sanctuaire Braque, etc., où les artistes étaient classés dans des boîtes. Alors, je me suis rendu compte qu'en effet, filmer la première présentation, qui était un peu sur le modèle du village africain, la présentation de Pontus Sulten, c'était une façon de filmer tout en diagonale, en transversale. C'est-à-dire qu'on pouvait filmer une œuvre en premier plan, l'associer à une autre au second plan et finalement à une troisième, à l'arrière-plan, complètement à l'arrière-plan, sans compter alors le fond du décor qui était Paris, puisque à travers les vitres, on voyait Paris. Et je me souviens avoir filmé la tour Eiffel de Delaunay avec au fond la tour Eiffel d'Eiffel. Donc c'était un filmage qui produisait des mouvements de caméra en diagonale, en transversalité, avec une organisation de l'espace qui mettait en relation un premier plan, un second plan, un arrière-plan et des transparences. Au contraire, la nouvelle architecture, je ne pouvais plus du tout la filmer de la même façon. Il fallait que je la filme d'une façon orthogonale, c'est-à-dire que les mouvements de caméra étaient tous à angle droit. Travelling pour parcourir un couloir, angle droit pour entrer dans une pièce, nouveau travelling, nouveau recul, enfin tous les mouvements étaient orthogonaux, des lignes droites et des angles droits, absolument à l'inverse de ce qu'avait été le filmage de la présentation d'origine par Pontus Sulten. Voilà, donc j'avais raconté tout ça dans un article pour les cahiers du Musée d'art moderne que m'avait commandé Dominique Bozot parce qu'il était très curieux de savoir ce que pouvait nous apprendre la caméra. Elle nous apprenait d'autres choses aussi, que par exemple, contrairement à ce que pensaient les directeurs de musée, les œuvres n'étaient pas bien éclairées. Dominique m'avait dit, vous allez voir, dans la nouvelle présentation, on fait calculer l'éclairage pour qu'il soit parfaitement réparti entre la partie haute des tableaux de grand format et la partie basse. La lumière sera étale, elle sera parfaite. Bon, et il était venu avec des techniciens, cellules photoélectriques à la main. En fait, pas du tout. Dès que la caméra regardait ces œuvres, on s'apercevait qu'elles étaient très mal éclairées, que le haut était plus éclairé que le bas, tout simplement parce que les projecteurs étaient plus près. Et puis je lui montre une très célèbre œuvre, un grand papier collé de Matisse, La Tristesse du Roi, magnifique chef-d'œuvre de très grande taille. Et je lui dis, venez Dominique, on va regarder ensemble cette œuvre et vous allez me dire comment la filmer. En fait, elle était infilmable parce qu'elle est sous verre et qu'en reflet, on voyait tout Paris. Donc on voyait tout Paris en reflet dans le tableau et pas du tout La Tristesse du Roi de Matisse. Alors il me dit, vous avez raison, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait au cinéma, c'est quand il y a un reflet, on tend ce qu'on appelle un borgnole, c'est-à-dire un tissu noir en face, et comme ça, il n'y a plus de reflet. Ce que devrait faire d'ailleurs le Louvre aujourd'hui, qui présente la Joconde derrière un tel vitrage qu'on ne voit rien non plus. La Joconde, vous croyez la voir, c'est peut-être fait exprès parce que souvent c'est pas la vraie qui est montrée, mais en tout cas vous voyez plutôt le spectateur, la foule de spectateurs qui regardent la Joconde ou qui croient regarder la Joconde derrière une vitre que la Joconde elle-même. C'est une technique très simple du cinéma. Quand il y a une chose comme ça avec des reflets, on tend un voile noir et du coup il n'y a plus de reflets. Voilà, donc cette expérience avait été intéressante pour juger comment l'œil de la caméra est instructif, enfin, voit des choses
qui en disent long sur la façon dont une architecture sert ou dessert ou met en jeu une collection d'objets de culture, d'œuvres d'art, de sculptures, de tableaux, etc. Donc voilà, ce petite chose. En restant dans le domaine du cinéma et par rapport à notre sujet, j'ai toujours été très fasciné, je m'écarte un tout petit peu de ce que je voulais vous dire, mais sur la relation entre repérage et pèlerinage. Au cinéma, une des premières opérations que fait un cinéaste quand il prépare une fiction, c'est de partir en repérage. Qu'est-ce que ça veut dire, repérage? Ça veut dire repérer des lieux qu'il suppose exister, mais qui, en attendant de les trouver, n'existent que dans sa tête. Donc il imagine des lieux fictionnels, mais qui existent vraisemblablement. Et donc on part en repérage, à la recherche de ces lieux. Si les repérages réussissent, on trouve des lieux qui ressemblent ou qui coïncident parfaitement à ce que l'imagination a projeté. Et puis, à l'autre bout, et là ce n'est plus le cinéma, c'est autre chose, il y a le pèlerinage. C'est-à-dire que le pèlerinage, c'est le retour sur les lieux qu'on a déjà trouvés et où on a déjà vécu des choses. Donc voilà, je vous donne ça comme thème de méditation, mais j'ai toujours été très fasciné par cette relation entre le repérage et le pèlerinage. Alors, dernière petite évocation, celle du Studio national des arts contemporains, le Fresnoy, pour laquelle donc, j'ai eu à écrire un programme pour l'architecte. Et d'ailleurs, la rencontre avec l'architecte a été très, très fructueuse parce que Bernard Tchoumi était très fasciné par la théorie du cinéma et moi, j'étais très intéressé par la théorie de l'architecture. Et donc, faire un programme, c'est déjà, en fait, concevoir quelque chose. C'est-à-dire, le projet du Fresnoy, c'était un projet pédagogique, artistique, qui articulait les grandes disciplines artistiques du XXe siècle, avec le cinéma en leur centre. Le cinéma qui, à mon sens, est vraiment la grande discipline artistique du XXe siècle, celle qui inspirait tous les autres arts, jusqu'à une époque récente où, dans la moindre discussion avec un architecte, un chorégraphe, un designer, c'est Jean-Luc Godard qui venait immédiatement dans la conversation, comme une autre époque c'était Picasso ou Warhol. Il y a un moment où ça a été Jean-Luc Godard, c'est-à-dire le cinéma comme discipline, comme surmoi de toutes les autres disciplines. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc voilà, avec le cinéma au Fresnoy comme culture de référence et un fort tropisme vers les arts émergents, les techniques émergentes du numérique. Voilà, donc ça c'était le projet pédagogique qui comportait aussi l'idée de produire, une école où l'on produit. Donc un lieu non seulement où on apprend, mais un lieu où on produit. Et le mot studio qui a été choisi comme, pour l'appellation avait tout son sens, puisque ça partait du studiolo qu'on trouve à Villa Médicis, le studiolo des princes médicéens qui en faisait un lieu de réflexion, un lieu d'étude, un lieu de concentration, jusqu'au studio hollywoodien, hein, l'actor studio et les studios d'Hollywood, en passant par le studio du peintre ou du photographe. Donc voilà, c'était un studio qu'il fallait créer avec un programme pédagogique. Il fallait que je décrive en fait les lieux, les outils, les types d'espaces que nous voulions habiter et qui étaient nécessaires à la mise en œuvre de ce projet pédagogique. Donc voilà, on a dialogué et ce qui a été merveilleux, c'est de découvrir que l'architecte avait non seulement compris le programme, mais que son bâtiment l'illustrait. Tchoumi, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer l'image, mais Tchoumi avait conçu un bâtiment qui s'appuyait sur la friche on avait trouvé une vieille friche industrielle, ancien centre de distraction populaire qui avait ouvert en 1905. Et au lieu de le raser, comme d'autres architectes le proposaient, qui étaient invités à ce concours, il avait compris que le raser aurait signifié qu'on aurait pu choisir n'importe quel terrain vague pour construire le Fresnoy. Donc il a proposé de le garder, de le flanquer de bâtiments nouveaux, de ne détruire que le minimum, ce qui n'était vraiment pas récupérable, et de le surmonter d'un grand toit. Donc en créant cette figure de l'ancien et du nouveau, il crée aussi la figure de l'entre-deux, de l'articulation entre le bâtiment du passé et le bâtiment futur, et de cet espace intermédiaire qui est un espace libre, un espace de pensée, d'errance, de vagabondage, voilà. Et donc ça a été très passionnant pour moi de voir, de travailler un programme qui était un vrai projet artistique, pédagogique et de production, d'études, de production, de passage à l'acte, puisque c'est une pédagogie du passage à l'acte. Il y a beaucoup plus de réalisation de projets que de cours théoriques
ou de leçons. Les professeurs, d'ailleurs, ne sont des professeurs invités qui sont choisis parmi des artistes de renom en pleine activité. Voilà, de voir ce projet matérialisé par le bâtiment. Et c'est un bâtiment qui est un peu, plus modestement, mais un petit peu dans la lignée de ces bâtiments que j'évoquais tout à l'heure, musées, lieux dédiés à la culture, qui font signe et qui sont remarquables. Je pense que c'est un bâtiment d'une très grande originalité et que sa valeur symbolique, je dirais iconique, a beaucoup contribué à ce qu'il est, à ce que nous faisons dedans. C'est-à-dire qu'il est à la fois fonctionnel, c'était important qu'on puisse faire un labo photo, un plateau de tournage et des expositions, mais le plus qu'a apporté le geste de Tchoumi, c'est que voilà, ce symbole du Fresnois, ce symbole de son bâtiment, comment dire, rétroagit sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Voilà, je vais m'en tenir là.